I will now make the announcement that I will submit my name to the 1997 NBA draft, which is coming up soon. With the 11th pick in the 1997 NBA draft, with the first pick in the 2023 NBA draft, the Sacramento the San Antonio Kings Spurs select Olivier St-Jean from San Victor Jose State. Wembanyama. La majorité des gens ne se rendent pas compte. C'est facile de dire, ouais, Wemby, il fait 2m30, il peut shooter à 3 points, il est relativement athlétique. Oh, doucement. Il y a beaucoup de travail que même des joueurs qui ont énormément de talent ont besoin de fournir. On perd la notion de ce qui se fait en amont, discrètement, dans le noir. Tous les joueurs NBA, que ce soit Kobe Bryant, Michael Jordan, jusqu'au 12e mec qui est sur le banc de la pire équipe, tous ces gars-là, ils ont payé le prix. Non seulement j'ai fait quelque chose, j'ai dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Et sur le chemin de le faire, j'ai dit à tout le monde, allez-vous. J'étais un peu taré dans ma tête. J'étais le premier joueur FIBA à avoir quitté son centre de formation pour ensuite intégrer une université américaine et qui ensuite a été drafté. Il n'y avait pas de précédent légal. Est-ce que ça refroidit certaines franchises, ça? Refroidit. Évreux appelle la veille de la draft et demande $1 million. Oh là là. Refroidi. Amen. Bam. There you go. T'es un peu affilié au Maroc, non? Un peu. Mais mon gars, le Maroc, c'est... J'arrive même plus à parler. Tu me parles du Maroc, j'en perds les mots. Je suis un amoureux du bled. J'adore le Maroc. Comme disent les Américains, it's the tip of the spear. En Afrique, c'est la pointe du couteau, c'est la pointe de la lance. Si je pouvais vivre là-bas, je vivrais là-bas, sans aucun problème. Quand j'entends ton nom, j'ai tout de suite un premier sentiment d'injustice. C'est propre, je pense, aux gens de ma génération. Mais il est où? T'es le pionnier, t'es le premier, t'es celui qui a ouvert la porte, se présenter à la draft, espérer jouer dans la grande ligue. C'est de l'ordre du fantasme. Tu n'arrives pas à ce niveau-là si tu ne le mérites pas. Tu es en mission, mais tu ne peux même pas te rendre compte à quel point cette espèce de sentiment de banlieue sauvage où tout le monde est contre toi et aller tout vous faire voir, c'est pas mon problème. Tu sais l'orienter, c'est un carburant magnifique, ça. C'est le fuel. Tu es dans un centre de formation, tu vas faire des visites dans des universités américaines. Tu arrives là-bas, tu vois des choses, des infrastructures, des choses que tu n'as jamais vues, même au niveau national. C'est des gamins de 18 à 22 ans qui jouent à Bercy 3 fois par semaine. Parce que le stade, il est comme Bercy. C'est 10 fois plus puissant que le sport professionnel que toi, tu connais en France. Et même pas dans le sport professionnel. Après, t'imagines, quand tu reviens à Évreux en Pro B, dans ton centre de formation, moi, j'ai rien à faire ici. Ça ne m'intéresse pas. Ça t'a posé des problèmes. Tu affichais cette ambition à l'époque. Tu paraissais prétentieux simplement parce que tu disais, excusez-moi, la Pro A, j'aime bien, mais mon rêve, il est là-bas, quoi. Non seulement j'ai fait quelque chose, j'ai dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Et sur le chemin de le faire, j'ai dit à tout le monde, allez-vous. J'étais un peu taré dans ma tête. À l'époque, j'ai été recruté de France par les 2 universités qui étaient en finale du championnat NCAA l'année d'avant. North Carolina et Michigan. Michigan. Tu arrives à la grande époque 90s, le gangsta mood. Époque Tupac Biggie avec le Fab Five. C'était l'épicentre de Black American Culture, voilà. Quelque part, de la culture black américaine. Après, il y a des choix très intelligents de ta part. Tu comprends que tu vas pas avoir l'exposition que tu mérites. Tu as fait tout ce chemin-là, c'est pas pour être 12e homme. Niveau technique, niveau tactique, niveau compréhension du jeu, je suis limité baskettement parlant. Bon, certes, je pouvais courir, sauter et tout ça, mais point de vue basket, j'étais faible. J'ai été voir Fischer et je lui ai dit, j'ai besoin de transférer parce que vous n'avez pas le temps de m'apprendre à jouer pour que je puisse me développer en tant que joueur. Ça, tu le savais pas en venant, ça? Ah non, ça, tu le découvres au bout de la 3e semaine d'entraînement. Tu vois les intensités des entraînements, la qualité des joueurs avec lesquels tu joues. Frère, c'est tendu quand même. Si tu bouges pas, en fait, tu vas pas aller en NBA. C'est ça, c'est l'objectif, mais c'est un peu l'objectif tabou. Il faut pas en parler, même à toi-même, parce qu'il y a des étapes quand même à passer avant. Donc là, il y a le changement à San Jose State. Là, t'exploses, 2e saison, une 3e saison où tu finis à 22, 23 pions par match. Je passe quand même 2 à 3 heures dans la salle. Hormis mes temps d'entraînement, je passe beaucoup de temps à travailler mon game avec mon pote à l'époque, Keith Moss, qui était assistant à l'université. Quand on a vécu cette expérience de mindset, de passer d'une grosse école à une petite école, mais plus rien ne t'arrête, frère. Moi, non seulement je viens d'une petite fac,
mais une petite fac sur la côte ouest. Tout est concentré sur la côte est et sur le Midwest. Donc les scouts, ils te découvrent, même les scouts institutionnels. Une fois que j'arrive au camp de Chicago, j'ai déjà vécu une expérience qui me permet d'aller, excuse mon langage, bouffer du ricain sans aucun problème. Quand je suis assis avec qui? On est assis au Hard Rock Café, je m'en souviendrai toute ma vie. La liste sort après le camp de Chicago. Et tu vois que tu es dans... Ah, gars. Ok, j'ai fait le taf. C'est Joe, bon. et les larmes aux yeux, hein. Tous les deux, on a les larmes aux yeux, littéralement. Le jour de la draft, quand tu rentres dans la green room, dans ta tête, tu te dis je suis top 10, top 20. Avant que tu sois invité à la draft, déjà, tu as déjà fait 20 workouts avec des équipes. Au moins, le club qui m'a drafté, moi, les Sacramento Kings, m'avait déjà prévenu qu'ils allaient me drafter en 11e position. La situation qui était marrante avec ma draft, c'est que j'étais le premier joueur FIBA à avoir quitté son centre de formation, ensuite intégré une université américaine et qui ensuite a été drafté. Il n'y avait pas de précédent légal. Est-ce que ça refroidit certaines franchises, ça? Refroidi. Évreux appelle la veille de la draft et demande $1 million. Oh là 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 là. Refroidi. Ah man, we were sweating, on transpirait. Mon agent, il vient à Paco, il me fait, ouais, Tariq, on a un problème. Je fais, non, peut pas y avoir de problème, frère. Evo a appelé la NBA et leur a dit que tu leur appartenais et que le club NBA qui doit te drafter doit $1 million. Et après, ça fait le buzz. Parce que disons, Sacramento, ils disent, ouais, si on doit payer, on va pas drafter. Mais les autres équipes. Puis d'une petite rumeur comme ça, les espoirs, on a Voilà. fait des espoirs, ça. Tu dégrades. Voilà. Exactement. Donc, les avocats se sont parlé, tac, 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 et ils se sont rendus compte qu'en effet, il n'y avait aucune législation. Ils auraient tenté un coup de bluff. Ils se sont dit, bon, Ah, peut-être qu'il y a un billet à récupérer. T'imagines bien que c'était pas le club qui se disait, ouais, Tariq, il va réussir à aller en NBA. Ou Olivier, il va réussir à aller en NBA. À quelques jours, la draft 2023, une draft extraordinaire, vraiment spéciale, parce que First Pick, c'est un Français. Dans le top 10, tu as vu, on a un deuxième Français, Bilal Koulibaly. On pouvait même espérer un troisième Français au premier tour avec Ryan Roper. Il a chuté au deuxième tour, 43e choix. On a Sidi Sissoko aussi. Là, c'est la French Connection qui débarque. Et par la grande porte. C'est ce que je disais à Mark Spears. Il m'a posé la même question et je lui ai dit que Wemby, c'est comme si c'était la conclusion de ce que le basket français devait produire. Tu as les joueurs que le basket français produit au niveau fédéral, avec le centre fédéral et l'INSEP. Mais lui, il n'a pas été formé comme ça. Il est passé comme moi par son club. Attention, c'est pas la même chose. Merci. La formation d'un joueur de basket de haut niveau est une formation qui doit être sur mesure. Soko, il est passé par Ignite. Hein? Ouais. Le petit Rupert, il est passé par l'Australie. Donc, ce sont des chemins qui sont carrément tailor-made pour ces individus-là. C'est ce format qu'il faut employer. Au lieu d'employer le format on va à l'INSEP, cookie cutter, avec des coachs qui sont là depuis 60 ans, et on fait ça, et on fait ça. Wemby, dans les années 90, on lui aurait dit, va manger, va pousser de la fonte. Non, je veux pas te voir sur le terrain. T'as un très beau geste, oui, mais va faire des lancers francs, va. Arrête de shooter à 3 points. Je veux plus te voir shooter à 3 points. Ouais. On te tuait, on te laissait pas développer ton jeu. Je suis d'accord avec toi. Et par rapport à ça, ils ont fait un très bon job, puisque un joueur comme ça se devait d'avoir une formation tailor-made. Tailor-made for the league. En NBA aujourd'hui, si tu fais 2m10, on va te laisser t'écarter. Ça peut être Kevin Durant 2.0, tu vois, tu crées un vrai problème. You have to be strong, enfin. Sois dur. Parce que tu crois que Kevin Durant, il est mou. Joe, c'est morphologie en granit, ça. Hein. Je pense que Kevin Durant est encore une exception. Hein. Non, c'est une exception. Non, il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a, mais ils ne sont pas développés techniquement aussi développés que lui. Kevin Durant, c'est le seul joueur qui se rapetissait quand même. Hein. Et ça ne joue pas en ton avantage de dire que tu es 6'11". Il ne faut pas dire 6'11 ou 7 feet, surtout pas. Il voulait rester en dessous parce qu'il avait peur de jouer 4. Ou encore pire 5, et il voulait rester 3. Tu sais qu'il joue de cette manière depuis la high school. Il joue face au cercle depuis toujours. C'est ça. Après, il y a Bilal Koulibaly, où c'est vraiment, pour le coup, là, c'est drapé sur le potentiel. Le 7 pick, c'est complètement ouf. Ouais. À un moment donné, où est-ce que tu as été drafté n'a plus aucune importance. Là. Parce qu'à un moment, il va falloir être en entraînement. Il va falloir gagner ta place. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Nous, à l'époque, on avait 4 années garanties. Maintenant, c'est 2 plus 1 plus 1. 2 années garanties, ensuite 2 années d'option club. Donc, c'est pas nécessairement simple. Moi, Moustapha Sonko, Alain Digbeu, Makan Dumassi, on a un groupe chat, un groupe WhatsApp. Pendant la draft, on se parle. Alain Digbeu, il était scout NBA, tu vois. Il travaillait pour les Houston Rockets et tout ça. Donc, je lui demande, dans ces 58, c'est quoi le ratio? Pour le premier tour, il m'a donné 5 noms. Il m'a dit, non, je peux te garantir qu'il y en a 5 qui vont jouer la première année. 5, mais il y en aura peut-être plus.
Combien vont arriver à être titulaires? Combien vont aller en J-League? Combien vont être cut? Ils draftent beaucoup de joueurs qui ont un très fort potentiel pour qu'ils soient prêts dans 2, 3, voire 4 ans. La moyenne d'une carrière NBA, je crois que c'est 3 ans. 7 ans, 8 ans de carrière, tu as déjà fait une très grande carrière, une très longue carrière. Parce qu'il y a eu des précédents, parce qu'il y a eu des Taler Abdul-Wahad, un jeune peut aller dans un club de Pro B, être honnête sur son futur en disant voilà, moi l'année prochaine ou dans 2 ans, je me présente à la draft. Il y a eu combien de Français draftés entre moi et Wemby, par exemple? Le nombre est énorme. Le nombre est énorme. Tu sais, je viens de Tremblay en France, moi, par exemple. Ouais. On a aussi un représentant de chez nous qui a joué à NBA, Yacouba Diawara. Et lui, il est passé par les summer camps. C'est encore une autre technique, tu vois. Les clubs sont conscients que vaut mieux les accompagner que leur tirer des balles dans les genoux. Il a joué avec un joueur très fantasque, Jason Williams. Jason Williams, White Chocolate. Ouais. C'est quoi qui a manqué à ce joueur? Il n'y avait pas peut-être de projection, en sachant que encore aujourd'hui, c'est un type qui est iconique. Les plus grosses projections dans le sport de haut niveau sont les projections que les fans se font sur les joueurs. La majorité des fans veulent que les joueurs qu'ils aiment aient la carrière qu'ils veulent. C'est pas toi qui sais pas, c'est ni toi, ni moi, ni les fans, ni le joueur même qui contrôle. Et on contrôle rien de tout ça. On contrôle rien de tout ça. Bon, déjà, le qadr, la destinée de la personne. Et ensuite, le fait que des fois, tu vas être dans des situations où t'es le bon joueur pour le mauvais club, ou c'est le mauvais club, mais tu vois, après, il y a des trucs de timing, il y a des trucs de... On va avoir un attachement pour un joueur, on va se projeter en se disant, lui, il peut faire ça, ou il va finir comme ça, ou il devrait faire ça. On va mieux nous faire une carrière à sa place. Déjà, il a gagné un championnat avec les Miami. Il a joué pour les Miami. Et les Miami, ils ne prennent pas n'importe qui. S'il a joué pour les Heat, c'est un mec qui a worked hard. En plus du fait que c'est un des rares joueurs qui peut te balancer une alley-oop du milieu de terrain, il a révolutionné le game à un certain niveau. C'est un taiseux comme caractère. Ça n'a pas l'air d'être un type qui parle beaucoup. Il est calme, mais il est fun, mais il est gentil. C'est pas un mec arrogant. C'est vraiment un bon gars. J'ai joué avec ce gars-là et je peux te dire que he loves the game. Quelqu'un qui aime jouer au basket autant que Jason, il en a rien à foutre de ce que les gens pensent. Un joueur NBA, ce qu'il juge par rapport à un autre joueur NBA, c'est pas son jeu. Je vais t'amener dans une histoire qui s'est passée dans les années 90. Quand Malik Sealy, tu te souviens Malik Sealy, qui est mort dans un accident de voiture, qui jouait pour les Timberwolves. Il y avait un lockout et il y avait un meeting des joueurs, je sais pas, blablabla. Kobe Bryant rentre dans la salle, où il y a déjà des joueurs qui sont dans la salle. Kobe rentre avec une certaine arrogance, Zarma, il dit pas bonjour aux gens. Et Malik Sealy, il sautait dessus. Oh, tu te prends pour qui, frère? Pas de Kobe ou de je sais pas quoi. Yeah, ça n'existe pas, frère. On est tous des joueurs NBA, on est tous dans la ligue ici, frère. Donc marche droit. Tiens-toi correctement, marche droit, dis bonjour aux gens. Tu vois? Tous les joueurs NBA, que ce soit Kobe Bryant, Michael Jordan, jusqu'au 12e mec qui est sur le banc de la pire équipe, tous ces gars-là, ils ont payé le prix. Il y a des joueurs qui vieillissent dans leur basket qui sont super intéressants. Un gars comme Jimmy Butler, par exemple, et Steph Curry aussi. T'as l'impression qu'il va toujours, sans vouloir lui manquer de respect, mais t'as toujours l'impression qu'il va se briser. Ouais, qu'il va se casser en deux. Ouais, et ça tient. Curry a une attitude que je déteste. Je te dis honnêtement. Ouais, moi non plus, je suis pas fan de son truc dans la dent, dans la bouche, là. À un moment donné, aucun problème à faire une révérence, hein. T'entends qu'il continue à me mettre ses... Courbette. Ouais, voilà, exactement. Courbette. Et on parlait de changer le jeu, lui, là, pour le coup, il a vraiment changé le jeu. Oui. Un shoot à 3 points pris en sortie de dribble, c'était un mauvais shoot. C'était presque un crime. C'est pour ça que Jason Williams, quand il arrivait, il descendait en transition. Et il balançait un 3 points à 1 mètre derrière la ligne. Tout le monde faisait « Oh mon Dieu, oh là 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 ». Et quand ça rentrait, tu faisais « Oh my God ». Magnifique. Mais en défense, c'était pas ça aussi, Jason Williams. En défense, tu pouvais pas compter sur lui. Oui, mais bon, en défense, c'est pas son job de défendre non plus, tu vois. Là, t'as essayé de placer ton MJ, là. T'as essayé de placer ton MJ. C'est 15 ans que les mecs qui sont à 6'6 and above, 2 mètres et au-dessus de 2 mètres, chutent à 3 points. Ils ont été formés comme ça. C'était ce que je criais à voix haute et forte à l'époque en France. Je disais, c'est inacceptable que des joueurs comme moi, qui sont à 2 mètres, doivent être à l'intérieur, alors que vous devriez nous apprendre à être des arrières et des ailiers. Ces gamins que tu vois en NBA aujourd'hui, qui ont 22, 23, 24, on leur demande de faire ça depuis qu'ils sont en 8th grade. Le basket NBA n'est même pas aussi physique que le basket européen. Think about that. Ils ont ouvert les espaces, tu peux plus vraiment défendre sur les joueurs. Ils encouragent l'espace, les jeux en transition. À mon époque, les peintures, elle était blindée. Pour aller mettre 2 points à l'intérieur, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait payer des taxes. C'est le basket de la saison régulière. C'est pas la même en PO.
C'est plus la même histoire en playoff. Les mecs ont un sifflet, là, les arbitres, ils ont leur sifflet, ils font les sifflets sont avalés. Il y a des crimes sur le terrain. Les équipes qui bossent dur à l'entraînement, c'est les équipes que tu retrouves en playoff, c'est les équipes que tu retrouves loin en playoff. Indéniable. Moi, j'ai joué dans 2 genres d'équipes et tu le vois tout de suite. Un de mes pires meetings, c'est quand j'étais avec Orlando. Doc Rivers, il nous a dit « We're gonna be the hardest working team in Florida ». L'équipe en Floride qui travaille le plus dur. On s'est tous regardés là. Oh my God, this is gonna hurt, ça va faire mal ça. Parce qu'il y a Miami qui est là-bas, là, eux, déjà, c'est c'est très, qui bossent. très haut. Déjà, c'est dur déjà. Et Doc, il dit, on va bosser plus dur que ces gars-là. Oh my God, this is gonna hurt. Il a gagné coach de l'année cette année-là, Doc Rivers. T'as suivi un peu les finales NBA, t'as vu Miami. Je te défie de me donner leur nom. Si, je peux te les trouver. T'as Et là, de tête. Là, tout de suite, là, Caleb Bartin, un type qui a un gabarit pour jouer 2-3 et qui a joué 4. Ouais, et il y a un autre qui shoot à 3 points, qui joue en division 3. Ken Division Robinson, 1. plus Ouais, gros lui, salaire. Gabi Vincent aussi. Vincent, ouais. Ils ont une vraie culture, ils ont une vraie identité de leur équipe, ils savent comment ils veulent jouer, le genre de mentalité qu'il faut avoir pour jouer dans cette équipe. C'est une équipe qui travaille dur, ça. Il y a un joueur niveau basket, que basket, qui t'impressionne. Ah, genre qui joue encore? Ouais. Non, LeBron James. Prends plaisir à le voir jouer. Ouais. J'ai pris plaisir à le voir jouer depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Parce que malgré tous ces shenanigans, la qualité de son jeu est indéniable. C'est facile de le regarder et dire il en fait trop. Mais en même temps, frère, ce gars, il en a fait beaucoup pour le basket. Non, d'accord. Je dis la vérité que moi, LeBron James ne me fait pas du tout rêver, vraiment pas. C'est pour ça qu'on est en démocratie, frère, il n'y a pas de problème. Faut basket. T'as pas joué contre LeBron? Non, j'ai pas vraiment joué contre LeBron puisque je devais être blessé ou des trucs comme ça. Mais j'ai joué contre MJ. Bon, Michael Jordan, c'est Michael Jordan, frère. Ah, ce petit silence en dit long. Eh, mais Tarek, qu'est-ce qui t'a fait, LeBron? Tu m'as l'air un peu titillé, là. Tu m'as l'air un peu énervé. Ouais, non, je suis pas du tout un LeBron fan. Je pense que c'est parce qu'il m'a déçu. Quand il est arrivé dans la ligue, j'étais vachement, ex-Jordan, l'enfant du pays, Akron, il joue pour Cleveland, j'adorais ça. Moi. Et après, bon, les premières finales NBA en 2016, bon, ça, c'est pas de sa faute. Et puis, le départ à Miami. Là, le départ à Miami, je vais pas pardonner. Ah, c'est ta vie. Je t'ai dit, c'est pas possible. Le départ à Miami, c'est Jordan qui signe à Atlanta pour jouer avec Dominic Wilkins. Ouais. Ah, il a pas le droit, frère. Je peux pas faire ça. La déception était grande. Ah ouais. Il a pas le droit. Elle était immense. Sans être objectif, l'un de mes titres préférés, c'est 2011, justement. C'est les Mavs. C'est la première saison du Press Amigos, là. Ils sont pas du tout prêts, c'est pas une équipe, évidemment. Et ils tombent en face du Dirk avec son armée. Ils avaient perdu, je crois, c'était en 2006. Ouais. 2006, exactement. Donc là, Dallas, ils sont prêts. Et pourtant, c'est une équipe de second couteau. C'est pas Miami de cette année-là, mais c'est pas loin. Avec des Jason Terry, des JJ Barea, Moi, j'ai adoré. Pour te donner une perspective différente, quand Dallas gagne le championnat contre Miami, mon fils, Anas, le plus petit, il est en pleurs. Ah ouais. Bah ouais, ils sont dégoûtés. Bah oui. Donc, c'est super logique. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il était petit. 2011, c'est pas un titre Disneyland. C'est pas un titre pour les enfants. C'est pas un titre, c'est le basket. C'est un titre pour les connaisseurs, pour les adultes. Aujourd'hui, la NF bonhomme, il adorerait ce titre. Ah, je te le dis, moi. Donc, il y a des titres pour les enfants et des titres pour les adultes. Je veux dire, tu sais, il y a des titres où c'est le meilleur qui a gagné. Ah, tu m'as tué, là. Là, tu m'as acheté, là. Mais je suis sûr que s'il le regarderait aujourd'hui avec ses yeux de jeune adulte. Avec un peu plus de maturité, il aurait pu apprécier, tu penses. Ah, il adorerait, j'en suis sûr.